bonsoir. L'annonce de la candidature du chef de l'État continue de susciter de nombreuses réactions. Des voix s'élèvent ici et là pour décrier cette candidature ou pour la soutenir. Ce samedi, à Paris, opposants et sympathisants du président de la République ont organisé différentes marches. Et à 2 mois des élections, le Front social est loin d'être calme en Côte d'Ivoire. Plusieurs manifestations ont été organisées ces derniers jours, entraînant des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Doit-on proscrire les manifestations pour préserver la paix et la stabilité économique? Nous avons pris l'avis des Ivoiriens sur le sujet. Et pour parler de l'impact de ces manifestations sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, nous recevons ce soir le PDG de Bloomfield Investment Corporation, M. Stanislas Zézé. Analyse, débat, décryptage, l'actualité sans filtre, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez. C'est une nouvelle semaine que nous entamons, une semaine que nous vous souhaitons belle, fructueuse, apaisée. Et Mazouti, elle rentre de week-end. Je peux vous assurer qu'elle est très au top, hein, Serge Kouachi. Bonsoir. Bien le week-end? Très bien. Non, génial. Très bien. Génial. Vous étiez l'indicateur. Si ça commençait par vous qu'il était très très bien, ça veut dire. Sophie Aïda, bien? Bien? Tout ça bien? Très bien. Edith Brou? Oui, très très bien, oui. Nancy? Très bien. C'est un bon indicateur. Oui. Elle dit oui, mais on dit bon, là, ça c'est pas mal. En tout cas, on est présent et pour toute la semaine, on espère être chez vous et encore une fois, merci d'être fidèles. Vous êtes très très nombreux à nous témoigner votre amour, votre sympathie, vos conseils aussi. Et nous, ça nous fait énormément plaisir. En tout cas, c'est sûr que c'est un programme que vous aimez, que vous appréciez. Et je pense que marqué de ce saut-là, nous allons chaque jour travailler à vous proposer le meilleur à cette émission. On démarre tout de suite avec le tour de l'actualité nationale et internationale, ce qui s'est passé chez nous et dans le reste du monde. C'est maintenant et c'est dans le Live Actu. On commence par la politique. Candidature de Alassane Ouattara à la présidentielle, manifestation à Paris d'opposants et de sympathisants. On en parle avec vous. Effectivement, Paris a connu beaucoup de mouvements ce week-end en particulier, ce samedi 15 août. Donc des Ivoiriens de la diaspora vivant en France sont sortis nombreux. Ils se sont retrouvés à la place Trocadéro et ils se sont dirigés vers la place Victor Hugo. Parmi eux, il y avait de nombreux partisans, en tout cas de nombreux militants du PDCRDA, du FPI, d'EDS, du GPS, de la CRDP, également de la société civile. On a pu noter parmi les messages des manifestants non à un 3e mandat de Ouattara, je cite, et non aux violations de la Constitution. On a pu également apercevoir lors de cette marche l'ancien maire du plateau, Noël Akossi Benjo, maître Afoussiata Bamba Lamine, membre du directoire du GPS qui était également présente, Abel Naki, président du SCRI panafricain, et qui a lu les messages du président Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA. N'oublions pas notamment les artistes tels que Gadji Seli et Serge Kassi qui ont ambiancé en tout cas le coin, qui ont égayé le public pendant ces manifestations au niveau de Paris. Mais le lendemain, on a eu une réplique au niveau des partisans du RHDP qui eux aussi ont organisé une manifestation dans une salle qui a connu également un grand nombre de participants. C'était à la Briche Saint-Denis. La salle était bondée et les manifestants au son de Ado Ado ont manifesté leur soutien au président Alassane Ouattara. Quand vous dites le son de Ado Ado, c'est Ado Ado, c'est ça? Ado Ado. Je n'ai pas la bonne mélodie, mais Ado Ado. Oui, d'accord. Okay. Là-bas, il n'y avait pas d'artiste? Non, je n'ai pas eu écho de ces artistes. Ils se sont ambiancés. Je pense qu'on a oublié de les affréter. Particularité de ces différentes rencontres-là, c'est qu'elles sont déroulées sans heurts. Sans heurts, absolument. Dommage qu'on a un adage qui dit quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Mais bon, on aurait bien aimé que les manifestations qu'on a eues également à Abidjan n'aient pas connu de heurts, comme ça s'est passé à Paris. Dans la discipline. Tout s'est passé dans la discipline. Ils n'étaient pas chez eux. Oui, exactement. Aussi. Bon, quelque chose à rajouter?
Non, c'est toute l'information au niveau des manifestations hors du pays, au niveau de la diaspora. D'accord. Bon, en économie, c'est adversaire, je crois qu'on a abordé la question des administrateurs qui sont désormais certifiés. Exactement, les administrateurs sont certifiés. Vous savez, le CASP, qui est le certificat d'administrateur des sociétés publiques, est une initiative conduite par M. Moussa Sanogo, alors secrétaire d'État auprès du ministre en charge du budget en 2019. Cette initiative-là a abouti le 6 mars 2019 pour donner naissance à une décision historique et unique du gouvernement. Car oui, la formation de tous les administrateurs des sociétés du portefeuille de l'État est une grande première pour l'histoire de notre pays. Elle marque l'engagement du gouvernement à une plus grande professionnalisation des administrateurs, de représentants l'État au sein des conseils d'administration des sociétés du portefeuille de l'État. Alors il faut souligner que cette mission a été confiée à l'INATSI, donc l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, dont l'un des principaux objectifs est la professionnalisation du métier d'administrateur, on le sait. Donc voilà, il faut souligner également que ce programme était obligatoire. En tout cas pour tous les administrateurs concernés. C'est un grand pas, on va dire, vers l'amélioration des performances des entreprises publiques qui ont un rôle éminemment stratégique, on va dire, dans l'économie de ce pays-là. Donc moi, c'est une bonne nouvelle pour moi, je pense, en tout cas. On parle désormais d'une charte des administrateurs. Oui, tout à fait, une charte des administrateurs, et on va citer pêle-mêle ce qu'elle nous dit, cette charte. Permettez que je vous la cite. Alors, une charte des administrateurs a été signée, recommandation du comité pédagogique, accroître le volume horaire de la formation, donc un volume horaire qui était de 295 heures déjà, donc on va l'accroître, faire bénéficier les administrateurs certifiés annuellement de 10 heures de formation, que chaque administrateur et son conseil puissent se soumettre à une évaluation. D'accord. Et puis, je crois que ça s'étend également aux directeurs. Hein. Oui, parce que pour l'instant, ce n'est que pour les administrateurs, voilà, pour les différents présidents de conseil d'administration, mais ça va s'étendre très prochainement aux directeurs, ce qui, je crois, est une très, très, très bonne idée. En tout cas, en ce qui concerne la bonne gouvernance, c'est une très belle initiative. En tout cas, la formation a duré 6 mois et c'est déroulé sur 3 modules. Ça se fait après la mise en place de la base de données de référence, des prix de référence au niveau de l'administration publique. Donc c'est une bonne démarche. Très bonne démarche en tout cas, très bonne démarche maintenant à suivre pour voir les retombées. Et quand on sait que notre invité sur ce plateau également est un administrateur, on aura de belles questions à lui poser. Exactement. On va se tourner vers Sophie Aïda pour le vol international et malheureusement, à ce niveau, les indicateurs sont au rouge. J'ai envie de dire les frontières burkinabées placées en zone rouge par la France. Effectivement, Brice. Alors suite à l'attaque toujours non revendiquée qui est survenue dans l'est du Burkina Faso le 7 août dernier, qui a fait 20 morts, ou une vingtaine de morts, on va dire, toutes les frontières du Burkina Faso sont désormais placées au rouge par la France. Jusque-là, les zones jugées dangereuses ou sensibles étaient celles qui bordaient la frontière avec le Mali dans le nord et l'ouest du pays, auxquelles se sont ajoutés en fin 2019 les territoires frontaliers avec le Niger, le Bénin et le Togo. On voit bien sur les images. Exactement. C'est tout rouge. Tout complètement. Alors, désormais, depuis le 15 août dernier, tout le sud du Burkina Faso, donc on peut le voir donc, sur l'image, est placé dans le rouge par le Quai d'Orsay, ce qui veut dire que le ministère des Affaires étrangères français déconseille formellement aux ressortissants français de se rendre dans ces zones-là. Ainsi, donc, les villes frontalières à la Côte d'Ivoire et au Ghana sont directement concernées par ces mesures. Alors, il est vrai que la situation sécuritaire dans ces zones-là a fortement dégradé ces derniers temps. On se souvient justement... Allez-y, terminez. On se souvient justement de l'attaque de Kafolo qui a eu lieu au nord de la Côte d'Ivoire en juin dernier, qui avait fait 12 morts, 12 militaires, dont un gendarme qui avait perdu la vie. Je pense que cette attaque a certainement motivé cette décision justement du ministère des Affaires étrangères français. Alors, on voit que tout autour c'est rouge, mais à Ouagadougou, c'est quoi le point de la situation à Ouagadougou ? Voilà, alors tout autour, donc comme vous pouvez le voir sur l'image, ces zones sont en zone rouge, mais les deux plus grandes villes du pays, dont Bobo, Dioulasso et Ouagadougou, donc la capitale du pays, sont encore en zone orange, donc ce qui veut dire qu'elles sont déconseillées aux voyageurs, sauf pour des raisons impératives. Donc c'est la situation aujourd'hui après.
Alors, Sophia Aïda, il faut bien expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand une zone est déclarée zone rouge, quand elle est à l'orange, quand elle est au vert. Alors, quand une zone est zone rouge, elle est complètement fortement déconseillée par le ministère des Affaires étrangères pour les ressortissants français. Donc voilà, ne vous déplacez pas, n'y allez pas parce que ces zones sont dangereuses. Quand elles sont à l'orange, c'est déconseillé, mais sauf pour des raisons impératives. Et puis quand c'est jaune, il y a une vigilance, je vais y arriver, renforcée dans ces zones-là. Donc voilà, il faut faire attention. Et puis quand c'est vert, bah écoutez, hein, go ahead, comme on dit. Okay. Donc voilà, donc après le Niger et le Mali, bah, c'est au tour du Burkina Faso donc, de voir ces zones renforcées, ces mesures renforcées. Le fait que ce sont des mesures qui émanent du ministère des Affaires étrangères de la France, donc, et qui regardent les ressortissants français. Voilà, c'est pour les intérêts des ressortissants français sur le territoire. Donc. Exactement. Après, à quel moment on se dit, nous-mêmes, nous sommes un peu concernés. Ça veut dire, on a dit aux Français de ne pas y aller, de faire attention, de même pas y aller. Donc ça veut dire qu'il y a un danger. Ça veut dire qu'il y a un danger. Oui, non, vous savez également que lorsqu'on parle de terrorisme dans cette zone-là, les ressortissants européens sont également beaucoup plus ciblés que les locaux. Donc voilà, raison pour eux de s'inquiéter 2 fois plus, je pense, que pour les locaux. Maintenant, après, c'est clair que c'est des sonnettes d'alarme également, c'est des indicateurs qui permettent aux populations de se dire attention, il faut quand même... Et surtout aux États aussi, c'est des signaux d'alarme pour les États, parce qu'en dehors des populations, c'est vrai que c'est un message adressé aux ressortissants français, mais lors de l'interview de l'After Talk avec le ministre Dan Paulin, il a bien précisé, en tout cas son inquiétude, c'était aussi au niveau des menaces terroristes qui bordaient nos frontières. Je ne sais pas, vous me contredirez. Est-ce qu'on a souvent comme ça, nous, des bulletins d'alerte? Non, pour savoir aujourd'hui telle zone. En fait, moins vous en avez, mieux c'est, je pense. Ça rassure plus. Ça rassure plus parce les investisseurs aussi. Je me rappelle, oui, à une certaine époque, on en avait. À l'époque où l'ONU était bien implantée en Côte d'Ivoire et on était en crise et sortie de crise, on avait un indice de sécurité qui était quand même assez affolant. Donc on avait quelques rapports de temps en temps. Mais je pense qu'il y en a toujours, mais qui ne sont pas encore ni dans l'orange ni dans le rouge pour l'instant. Et Dieu merci. Ça permet de faire attention, d'être vigilant. Et puis de faire des prévisions. Il faut dire que la menace terroriste, elle est réelle. Voilà, il faut ouvrir l'œil et le bon. Je ne le dirai jamais assez. J'ai vu un document, pour répondre à votre question, qui a traîné sur la toile la semaine dernière, qui émanait, je crois, du Cap-Vert, du gouvernement du Cap-Vert, pour demander à ses ressortissants de faire attention. Bon, après, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que c'est sur la toile, mais bon. Oui, non, parce que sur la toile, on lit beaucoup de choses. Je sais également que j'y ai lu lorsqu'il y a eu des événements aux États-Unis, pendant les marches, après la disparition du ressortissant noir. Les gens avaient pondu un communiqué disant aux ressortissants ivoiriens de faire attention, de ne pas se rendre dans certains endroits. Quoique, c'est possible, hein, en ce moment, c'est pas trop ça aux États-Unis. Hein. En fait, on leur ferme déjà les frontières parce que bon, c'est un peu la capitale, on va dire, de Corona en ce moment. Hein, donc les autres pays leur ferment leurs frontières, donc voilà quoi. Ouais, demain, ça peut arriver. On parlera de Corona demain. On parlera de Corona demain. En tout cas, c'est tout pour l'actualité du jour, en tout cas pour notre tour de l'actualité ici. On va sortir un tout petit peu, avec votre permission, pour notre micro-trottoir. Les crises sociopolitiques entraînent, vous le savez, de nombreuses pertes en vie humaine et la fragilisation de la cohésion sociale. Elles ont également des conséquences sur l'activité économique et financière. L'interdiction des manifestations pourrait-elle être une solution pour préserver la paix et la stabilité économique? Nos Kanapaleka et Henri Diaganamé ont interrogé l'Ivoirien sur ce sujet. Je pense qu'il faut interdire les manifestations. Parce que quand les gens manifestent, ça crée une entrave pour les activités économiques du pays. Moi, je ne suis pas commerçant, je suis un gars du BTP, mais quand il y a les manifestations comme ça, mes gars ne peuvent pas aller au chantier, les gens ne peuvent pas travailler, on ne peut pas sortir. Bon, ça obstrue la voirie, on brûle les pneus partout, vraiment, c'est pas bon. Interdire les marches, ce serait aller contre les droits des citoyens, parce qu'en tant que citoyens, nous avons le droit de protester quand il y a des questions liées à l'organisation qui ne nous plaît pas. Mais à la base, il faudrait des autorisations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et aller protester, manifester parce que ça ou ça ne nous plaît pas. Donc il faudrait au préalable qu'il y ait une autorisation. Et quand cette autorisation est donnée, il faudrait que ces individus qui veulent marcher parce que c'est leur droit, il faudrait que ces individus soient encadrés par le gouvernement.
Donc il faudrait des mesures sécuritaires pour encadrer ces marches, parce qu'on le sait très bien que la plupart du temps, quand il y a les marches, souvent ce ne sont pas les protestants qui créent tous ces dégâts qu'on a l'habitude de voir. C'est souvent des personnes qui s'insurgent dans les manifestations. C'est ces personnes, au fait, qui, en griffe, créent ces dégâts. On va avoir des destructions de biens matériels et tout. Les casses, là, c'est les gens qui veulent donner une mauvaise réputation des marches. Sinon, ce n'est pas les marchands, c'est pas les marchands, ouais, les marcheurs qui cassent. Hein. C'est d'autres personnes à côté qui en profitent de la situation pour casser, sinon ce n'est pas les marchands. On croit que c'est normal de marcher pour s'exprimer. Donc c'est ça, il ne faut pas interdire les marches. Puisque c'est pour une bonne cause qui marche. On doit interdire des marches parce qu'on est fatigué des guerres. On veut la paix, pas de sang versé. Gâter tri des gens, c'est l'argent qu'ils ont mis dedans. Pourtant, c'est le travail là. On fait, puis on gagne là, puis on mange. Mais s'il n'y a pas de travail, on fait comment à la maison? On donne dans la maison des gens. On doit payer comment? Arrêter de marcher, des politiques en tout, c'est pas bon. Dans un État démocratique comme le nôtre, on ne peut pas interdire les marches. Il faut plutôt chercher à comprendre un peu les raisons qui emmènent un peuple ou un groupe de personnes à manifester ou à marcher. Parce qu'on a l'impression que nos États écoutent peu, ou même par moments même n'écoutent même pas. Donc il faut écouter ces populations pour éviter tout type de manifestation qui peut dégénérer et puis créer le chaos dans le pays. Doit-on ou pas interdire les marches en Côte d'Ivoire quand on sait que ça fait peur, on va dire ça simplement comme ça, aux Ivoiriens? Il y a des conséquences, hein, notamment, on en parle avec vous, juste avant de poursuivre. Edith Ballé, justement, oui, qui est une activiste de la société civile, présidente de l'organisation Alternative Citoyenne ivoirienne. Elle a été arrêtée à Yopougon. Ça fait partie de l'actualité, justement. Elle a été arrêtée à Yopougon le samedi dernier, donc 15 août, au soir. Elle était, selon certaines sources, donc M. Samba David, elle aurait été arrêtée en compagnie de 2 collaborateurs par des hommes cagoulés. Il affirme aussi qu'elle est détenue dans les locaux de l'unité de lutte contre le grand banditisme, qu'il accuse d'incitation à la révolte et d'appel à l'insurrection. Alors pourquoi? Parce que lors d'une conférence de presse le 10 août dernier pour son organisation, elle avait appelé justement la société civile à descendre dans les rues, à manifester contre une 3e candidature du président Alassane Ouattara. Eh bien, pour l'heure, aucun communiqué officiel ne parle de cette arrestation, mais toutes les sources proches nous ont donné toutes ces informations. Eh bien, justement, parlons de ce communiqué. On a pu voir, parce qu'on sait que pour faire des marches, ce n'est pas interdit, mais on a besoin d'autorisation et ça suit toute une procédure. Et justement, le ministère nous dit qu'à ce jour, les services administratifs compétents n'ont fait l'objet d'aucune saisine de la part de formations politiques ou d'organisations de la société civile. Mais on a ce courrier effectivement de l'Alternative Citoyenne Ivoirienne qui avait été enregistré à ce même ministère le 11 août dernier. Donc effectivement, un courrier a été enregistré, donc ça veut dire qu'il y a eu une saisine qui a été faite, qui n'a pas justement été acceptée. On voit un cachet du ministère justement de l'administration du territoire et de la décentralisation. Exactement. Voilà, une date et un numéro d'enregistrement. Justement, donc ils ont reçu une demande qui n'a peut-être pas été autorisée, donc bien sûr, il ne fallait pas faire ces marches et tout, mais cette demande n'a pas été traitée. À leur demande. Mais on voit que dans leur communiqué, ils disent ne pas avoir reçu de demande. La nuance est, on a reçu, alors, ils ont déposé. Ils n'ont peut-être pas eu l'autorisation. Le ministère dit qu'il n'y avait pas eu de demande qui avait été formulée. Eux disent, on a déposé, mais on n'a pas eu de retour. Maintenant, est-ce qu'ils avaient peut-être après le droit de faire une marche? Moi, je tiens à prendre ça avec des pincettes quand même. Parce que sur ce document-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne voit qu'un cachet. Déjà, on ne lit pas très bien ce qui est ministère territorial, de l'administration. Bref, on voit un cachet, on voit une date, c'est 11 août 2020, et on voit un numéro d'enregistrement. Donc à la base peut-être de ce numéro-là, on pourra peut-être faire des recherches au niveau du ministère, peut-être que ça s'est perdu. C'est ça. Mais voilà, moi c'est tout ce qu'on a comme fait. Après, est-ce qu'ils ont déposé, est-ce qu'ils n'ont pas déposé? Voilà, sans retour de l'administration en charge d'autoriser cette manifestation, n'aurait-il pas fallu tout simplement attendre avant d'autorisation? Au final, ils ont bravé l'interdiction. Pour revenir un tout petit peu au micro-trottoir, justement, ces marches-là, avec leurs conséquences, nous amènent à nous poser la question si on doit les interdire pour garantir une certaine paix. Mais non, pas du tout.
Pas du tout, parce que c'est un exercice démocratique, et c'est même constitutionnel. C'est prévu par l'article 20 de la Constitution. Ce droit-là, c'est un droit. C'est un droit. Dire qu'on doit aux citoyens. On a le droit de marcher pourvu que ce soit fait dans des conditions, notamment légales, qu'elles soient accompagnées par les services compétents et qu'en amont, on ait déposé une demande et qu'on ait reçu par la suite une autorisation de manifester et d'occuper la place publique, comme ce qu'ils ont fait en France et qu'on a vu, ça s'est bien passé. Ils se sont fait entendre, donc les populations ont le droit. Sauf qu'après, marcher en Côte d'Ivoire ou en Afrique de façon générale, il ne faudrait pas qu'à un moment ça soit synonyme de brûler des pneus, de brûler des tables, parce que ça, c'est clair que ça fait peur à tout le monde. Mais ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que je n'ai pas forcément envie de faire le parallèle. En Afrique en général. Mais voilà, on a vu le phénomène des gilets jaunes qui chaque week-end manifestaient. À un moment donné, il y a eu ce même débat. Faut-il interdire les manifestations sur le territoire français? Ça a fait brûler beaucoup d'encre parce que, au final, chacune des manifestations des gilets jaunes entraînait des casses, entraînait également. On voit ce qui se passe en Biélorussie justement avec les manifestations. Le gouvernement essaye d'interdire. On arrête les protestataires. Oui. Les protestants. Voilà, sur ce coup-là, il faut bien qu'on précise. On arrête. Les protestataires, qui sont différents des protestants, et surtout des marchands qui sont différents des marchands. Ils se font tabasser, ils se font... c'est terrible. Donc je pense qu'on peut pas empêcher... Non, mais la question, c'est doit-on peut-être mieux organiser les marches? Oui, voilà, peut-être mieux les encadrer. La vraie question, c'est que est-ce que ceux qui cherchent à marcher ont vraiment compris le sens justement de ces manifestations? Parce qu'au regard du bilan des dernières manifestations, c'est quand même grave. On a du 10 août au 14 août, donc en 4 jours, on a 5 morts, 104 blessés, 68 manifestants arrêtés pour troubles à l'ordre public, incitation à la révolte, violence. Mais justement, c'est pour ça qu'on demande à ce qu'elle soit encadrée. Parce que vous savez, dans toute manifestation, et on va dire même dans tout rassemblement, comme il faut de tout pour faire un monde, vous avez des intrus, vous avez des casseurs, vous avez des voleurs. Voilà, donc quand vous déposez une autorisation de marche, justement, les forces de l'ordre vous encadrent pour éviter qu'il y ait des débordements et que vous vous fassiez infiltrer. Après, encadrer ne veut pas dire non plus torturer et puis tabasser. Aux États-Unis, c'est ce qui se passe, donc en Biélorussie. Pendant la question n'est pas de savoir est-ce qu'il faut marcher ou est-ce qu'il faut interdire les marches, parce que dans tous les cas, c'est un exercice démocratique, comme Serge le disait. La question est de savoir comment justement structurer, encadrer, accompagner ces marches. Les forces de l'ordre sont formées pour. Que faire pour que ces marches ne débordent pas? Exactement. Et je pense que c'est aussi la responsabilité des organisateurs de ces marches également, de vérifier en amont tout le dispositif, de bien sûr avoir les autorisations nécessaires et de surtout travailler en amont avec les forces de l'ordre. Il y a une autre question. On va terminer avec elle. C'est comment faire pour justement retrouver tous ces dossiers, parce que je suppose qu'il doit y en avoir beaucoup sur la table de ce ministère-là. Il ne faudrait pas qu'ils se perdent. Donc après, il faut qu'ils soient analysés et qu'il y ait des réponses. Il est président-directeur général de Bloomfield Investment Corporation, la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Il est également initiateur des conférences débats Risque Pays Côte d'Ivoire, des rencontres de haut niveau pour donner une perspective africaine de l'interprétation du risque des pays africains. Stanislas Zézé est avec nous sur le plateau du Live Talk. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors tout de suite, on va, dans cette première partie, on l'a dit, on a un volet très pédagogique pour expliquer un tout petit peu à nos téléspectateurs, pour ceux qui le veulent bien en tout cas, des notions qu'on entend avec plus de détails, avec plus de précision. Et la première, c'est justement des notions, la notion d'investissement local et d'investissement étranger. Comment on pourrait définir ça? Alors, l'investissement local, évidemment, va concerner les personnes qui vivent dans le pays et qui souhaiteraient investir dans le pays. Donc, généralement, ce sont des nationaux. Et quand on parle d'investissement étranger, ce sont des structures extérieures qui voudraient, ou des personnes extérieures qui voudraient investir dans le pays. C'est pourquoi on vous parle des fois d'investissement direct. Donc ceux qui viennent implanter des entreprises, où il y a des personnes qui investissent dans le pays à travers des véhicules, ça peut être à travers le marché boursier, ou ça peut être à travers entrer dans une structure en tant que fonds d'investissement, ou investir directement, prêter directement à travers certains véhicules. Donc,
La notion d'investissement local va concerner les nationaux et la notion d'investissement international ou étranger va concerner des entités ou des personnes de l'extérieur. Il va sans dire que pour pouvoir investir dans un pays, on a besoin d'un climat social sain. On a besoin d'un climat social sain, mais on a besoin de beaucoup plus. En réalité, on a besoin de ce qu'on appelle un risque pays qui soit attractif. Donc quand on parle de risque, on ne parle pas nécessairement de négatif. Un risque pays va... C'est le moment où j'ai entendu risque pays, je me dis... Non, il y a des risques positifs. Un risque pays va concerner le profil du pays, la capacité de ce pays à créer un environnement qui soit adéquat et attractif pour les investisseurs, que ce soit le code d'investissement, les infrastructures de santé, les infrastructures scolaires, enfin toute une panoplie de paramètres qui doivent être respectés par ce pays-là pour être attractifs. Donc justement, quand on parle de nos conférences que nous faisons, nous mettons en relief justement les forces, les faiblesses et les opportunités du pays concerné. Cette année, enfin généralement depuis 4 ans, c'est la Côte d'Ivoire. On a commencé à travers d'autres pays, mais le risque pays, c'est ça. Donc le risque pays peut être positif, comme le risque pays peut être négatif. Qui définit ce risque pays ? C'est un certain nombre de critères qui définissent ce risque pays. Nous sommes une agence de notation financière. Nous sortons un rapport de risque pays. Dans ce rapport, nous analysons des paramètres quantitatifs et des paramètres qualitatifs et nous notons sur une échelle qui part de 0 à 10. Et donc, en fonction du résultat que va obtenir le pays, nous allons déterminer si c'est un pays qui est attractif, c'est un pays qui est risqué et sa capacité d'absorption des risques. Parce qu'en réalité, vous pouvez avoir des risques, mais votre capacité de résilience va justement continuer à encourager les investisseurs à venir. Donc vous pouvez avoir une capacité de résilience qui est très forte. Donc évidemment, le fait que vous ayez un risque n'est pas nécessairement un frein à l'investissement. J'ai juste envie de connaître le risque pays de la Côte d'Ivoire. Écoutez, l'année dernière, le risque pays de la Côte d'Ivoire était à 6 sur 10, donc c'était risque modéré. Mais cette année, nous sommes justement en train de finaliser le rapport que vous verrez le mois prochain. Évidemment, la perspective, déjà, on peut vous le dire, elle est négative. Sophie Aïda. Alors, Monsieur Zézé, est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon pratique comment est-ce que la croissance économique de la Côte d'Ivoire se manifeste ? Écoutez, la croissance économique de la Côte d'Ivoire se manifeste par les activités des différents opérateurs économiques qui résident en Côte d'Ivoire. C'est une croissance qui a été solide pendant 10 ans, ces 10 dernières années, en moyenne 8%. Mais cette croissance a été fortement éprouvée par la crise sanitaire et qui va certainement être éprouvée davantage par cette crise économique. Les fondamentaux de la Côte d'Ivoire sont bons. Donc évidemment, elle a une certaine capacité de résilience vis-à-vis des chocs extérieurs. Elle a prouvé d'ailleurs en 2017 avec la crise du prix du cacao et la crise sociopolitique. Elle a pu l'absorber, mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle n'est pas suffisamment résiliente pour des pandémies comme le coronavirus. Et de surcroît, avec cette crise sociopolitique qui se profile à l'horizon, ces fondamentaux risquent de ne pas montrer la résilience nécessaire. Alors, et aujourd'hui, quels sont les secteurs dans lesquels interviennent les investisseurs étrangers en général ? Écoutez, généralement dans tous les secteurs. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir une économie qui est diversifiée. Donc évidemment, tous les secteurs d'activité économique sont attractifs. Donc, notamment, en ce moment, on voit plus de croissance dans le BTP, plus de croissance dans l'agrobusiness. Le tourisme a commencé à justement montrer des couleurs. Il y a 8 ans, le tourisme représentait seulement 0,4% du PIB. Aujourd'hui, il représente 6% du PIB, avec des investissements minimes. Donc, imaginez si les investissements sont beaucoup plus importants. Donc, vous avez un pays qui a une économie qui est assez attractive. Et donc, évidemment, tous les secteurs d'activité sont source de revenus, sont source de croissance pour les investisseurs. Monsieur Zézé, vous avez parlé de bons fondamentaux concernant la Côte d'Ivoire avec une hausse des investissements directs étrangers. On a également vu un nombre croissant d'entreprises qui se sont créées depuis 2015. Quel serait le risque
pour la Côte d'Ivoire à l'orée d'une crise électorale? Écoutez, je crois que le risque, il est déjà présent avec la pandémie, parce qu'il faut comprendre que le risque, ce pays a une capacité de rebondissement qui est extraordinaire, mais quand il s'agit de crises comme les crises sociopolitiques, comme la crise sociopolitique qu'elle a connue en 2011, elle a eu une capacité extraordinaire de rebondissement après. Aujourd'hui, vous avez une crise qui est à plus grande échelle. Je crois que le plus gros risque de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le risque sociopolitique, c'est la crise sanitaire. On ne s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui, mais les conséquences économiques seront catastrophiques. Pour l'instant, on a commencé à les ressentir, mais on va les ressentir davantage en 2021. Vous avez beaucoup de sociétés, des PME en général, qui ferment les portes. Une grosse pression sur la trésorerie des entreprises, même les grandes entreprises. Et vous avez des entreprises qui commencent à licencier, qui commencent à fermer les portes. Et ça va vraiment se ressentir en 2021. Pour l'instant, on n'en parle pas souvent parce qu'il n'y a pas d'indicateurs établis par un certain nombre d'entreprises. Bloomfield a sorti des rapports, commencé à tirer la sonnette d'alarme. Et c'est le moment aujourd'hui, justement, de commencer à rentrer dans une vraie réflexion de la crise de la situation post-Covid-19 et de repenser peut-être le modèle économique et le modèle politique. Est-ce que c'est parce que notre économie, en tout cas notre économie est principalement liée par des acteurs étrangers qui sont, eux, beaucoup plus touchés par la pandémie de la Covid-19, comme l'Europe, la Chine, par exemple? Déjà, la première question, c'est est-ce que notre économie est directement liée, comme Edith, est-ce que vous partagez son point de vue, dire que notre économie elle est profondément liée aux investissements étrangers? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde interconnecté. Aucune économie n'est isolée. Prenez une économie comme la Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, la majorité des pays africains, à l'exception de peut-être 5-6 économies, le tissu économique est constitué à peu près 95% des PME. Sauf que malheureusement, les PME ne contribuent qu'à 20% de la richesse créée. Donc, les entreprises étrangères sont celles-là qui créent plus de richesse. Mais je crois que ce n'est pas le moment de s'alarmer. Au contraire, c'est un constat qui devrait justement permettre de mettre en place une politique qui permet de consolider l'économie domestique. Et c'est là où, des fois, les politiques publiques ont des faiblesses. Parce qu'en réalité, quand on parle de cette grosse croissance, elle est tirée vers le haut par les entreprises étrangères, mais qui représentent moins de 5% du tissu économique. Donc, cette interconnexion, elle est présente dans tous les pays, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut éliminer. C'est juste qu'aujourd'hui, il s'agit de consolider les entreprises locales, donc de consolider le marché domestique, faire de sorte à ce que ces PME qui représentent 95% du PIB représentent au moins 50 à 60% de la richesse créée. Je citerai protectionnisme, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas, je dis, quand on parle de protectionnisme, ça a peut-être une connotation péjorative, mais il s'agit de préférences nationales. Je veux dire, ce n'est pas de la xénophobie, ça existe partout. Les États-Unis disent American first, les Français disent Français first, premier, donc Français d'abord. Donc je veux dire, ce n'est pas de la xénophobie, mais c'est une façon... de privilégier les investissements locaux. Et les entrepreneurs mais il faut privilégier les entreprises. Vous regardez, ces derniers temps, vous avez certainement entendu parler de cette notion de champions nationaux. C'est ce qui caractérise justement la force d'une économie, et c'est ce qui caractérise le fait que les nationaux dominent leur économie. Donc quand vous avez des gens comme Bolloré, Dangote, Tony Emelulu, Dassault, on ne peut pas être Dangote, on ne peut pas être Dassault sans le soutien de l'État. C'est juste impossible. Donc les champions nationaux sont créés par les États dans une politique de justement favoriser les entreprises locales. Et ce n'est pas en contradiction avec le libéralisme. Le pays le plus libéral au monde, ce sont les États-Unis. Ils créent des champions nationaux. Donc quand j'entends des pays africains dire nous sommes libéraux, donc on ne crée pas des championnats, je trouve que c'est une faiblesse en termes de politique publique. Alors, en 2002, on a le déclenchement de la crise sociopolitique. Le gouvernement d'alors donne des garanties sur le fonctionnement des institutions de la République, mais un an après, on voit que la BAD, par exemple, part et se délocalise en Tunisie. C'est un exemple bien situé et précis pour vous demander, est-ce que
les gouvernants, les gouvernements et les privés ont les mêmes indicateurs. Écoutez, tout le monde a les mêmes Privés, indicateurs. je parle des financiers, hein, je veux dire des financiers. Vous savez que, de toute façon, personne ne veut rester dans un pays qui est instable. Personne ne veut investir dans un pays qui est instable, surtout si c'est un pays qui n'a pas une grande capacité de résilience, une grande capacité d'absorption de chocs extérieurs. Des structures comme la BAD, pour pouvoir se déplacer, il faut vraiment que la crise atteigne un certain niveau. Parce qu'évidemment, ils vont faire une évaluation de risque crescendo et décider à un moment donné de partir. Le gros risque avec ces structures qui sont aussi grosses, qui partent, quand elles partent, la probabilité de revenir est très faible. Okay? N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est un pays post-conflit. Hein. Il y a eu la crise de 2011, ça a laissé des séquelles. Les mêmes acteurs étant ceux-là qui vont rentrer dans le jeu politique aujourd'hui, évidemment, vous imaginez bien que pour les investisseurs, ça représente un gros risque, ça représente une grosse frayeur. Parce qu'en réalité, quand l'investisseur décide d'investir, il se pose 3 questions fondamentales. Quelle est l'opportunité d'investir? Donc, quelle est l'opportunité d'investir dans un pays? Vous avez tous les pays qui se font la compétition. Donc, évidemment, on choisira un pays qui est plus stable qu'un pays qui est moins stable. Même si ce pays moins stable a plus d'infrastructures que le pays stable, on préférerait investir là-bas. La deuxième chose, c'est quel est le retour sur investissement? Et la troisième chose, c'est quel est le risque que je prends de perdre mon capital en investissant dans cet endroit? Donc, quand ces 3 questions-là, quand vous avez réponse à ces 3 questions, c'est ce qui va déterminer justement aller investir en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Bénin. Monsieur Zézé, pour schématiser la chose, aujourd'hui, vous avez votre structure. Vous êtes consulté par les dirigeants pour dire, écoutez, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le pays est stable? Vous êtes consulté par les investisseurs étrangers qui vous posent la même question. Comment vous fonctionnez avec ces différentes entités? Nous sortons des rapports annuels et nous avons en place un département d'intelligence économique qui fait une veille. Donc évidemment, notre rôle, c'est le rôle de watchdog, celui qui va regarder et informer les investisseurs qui vont... nous sommes une aide à la décision. Donc évidemment, de façon permanente, nous faisons des analyses de risque et nous sortons des rapports. Donc si on nous demande comment va la Côte d'Ivoire, évidemment, on leur expliquera en fonction des paramètres que nous avons évalués. Aujourd'hui, je vous ai dit, nous sortons le rapport risque pays que nous allons présenter le mois prochain. Mais aujourd'hui, la perspective de la Côte d'Ivoire, elle est négative. Même si les fondamentaux sont solides, à un moment donné, ils ont été très fragilisés par la crise sanitaire, dont les conséquences sont encore en train d'être évaluées par nous et par d'autres gens. Donc aujourd'hui, cette crise sociopolitique qui se profile à l'horizon vient renforcer la faiblesse de ces fondamentaux-là. On va imaginer, hein, Sophie Aïda, avec votre permission, on va imaginer tout à l'heure les solutions. On a fait les constats, juste derrière une courte pause. Puis on espère que vous pourrez trouver pour nous de bonnes solutions pour être optimistes. D'accord. Et Sophie Aïda, une question pour vous, Monsieur Zézé. Oui, alors, Monsieur Zézé, pour les nouveaux majeurs ivoiriens qui n'ont pas vraiment vécu la crise sociopolitique de 2010, comment pourrait-on leur expliquer l'impact d'une potentielle future crise sur leur vie à eux-mêmes? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé justement d'une potentielle crise à l'horizon. Comment est-ce que ces jeunes-là, qui aujourd'hui sont des jeunes actifs, comment est-ce que cette crise peut les impacter? Mais déjà, je suppose que ces jeunes majeurs vont rentrer à l'université. Donc évidemment, si on rentre à l'université, c'est dans une optique de sortie de cette université-là déjà et de rentrer dans le milieu du travail. Déjà, je suppose qu'une crise, on l'a vu de toute façon, une crise sociopolitique va perturber les études. Donc évidemment, ils vont rentrer dans une université qui va certainement souvent s'arrêter. Donc ils seront des études qui vont perturber. Et l'impact à moyen terme, ce serait de suivre un cursus scolaire qui soit interrompu, évidemment, où ils n'auront pas la quiétude nécessaire pour se concentrer, pour avoir les diplômes qu'il faut. Ils sont dans un environnement qui devient de plus en plus concurrentiel. Donc évidemment, quand vous n'êtes pas bien formé, forcément, la probabilité de trouver de l'emploi est très faible et la probabilité d'être compétitif est très faible. Donc évidemment, ils jouent leur avenir. Donc c'est très important pour eux d'être certainement peut-être une force de contribution aussi à l'apaisement. Parce qu'à réalité, on a toujours l'impression que ce sont
les politiciens qui devraient apaiser les choses, mais je crois que les citoyens ont surtout dans un pays comme celui-là, dont la moyenne d'âge est 19 ans, donc la contribution des jeunes est significative. Il faudrait qu'ils fassent preuve de maturité et qu'ils contribuent d'une façon ou d'une autre à apaiser cette situation-là. Voilà. Monsieur Zizi, est-ce que cette crise sanitaire peut avoir un impact sur l'atteinte de l'émergence qui est prévue pour 2025 c'est plus 2020 Oui. Ok, bon, enfin, je sais pas. Non, c'est plus 2020, 2025. Est-ce que nous sommes en voie, en tout cas, de l'atteindre, malgré cette crise dont on ne connaît pas la fin, puisque même On n'est pas encore en crise, hein, je veux dire. Il faut qu'on soit quand même un peu optimiste. Non, je parle de crise sanitaire. Je parle de crise sanitaire dont on ne connaît pas pour l'instant la fin, parce qu'il faut un vaccin. Alors, est-ce que cela va retarder notre atteinte de l'émergence ? Et quelles sont les solutions à proposer pour pouvoir y arriver malgré tout ? Je crois que très sincèrement, il ne s'agit pas aujourd'hui, honnêtement, de se concentrer sur une émergence. Il s'agit aujourd'hui de sauver une économie. Je dis une crise sanitaire qui va éprouver de façon significative cette économie. Il s'agit non seulement de sauver cette économie, mais de repenser le modèle économique qui est mis en place. La Côte d'Ivoire est un pays, évidemment, qui a une économie diversifiée, mais qui reste un pays exportateur de matières premières, de quelquefois de produits semi-finis. Il s'agit aujourd'hui d'industrialiser cette économie de sorte à renforcer sa résilience. Il faut que la Côte d'Ivoire arrive à un niveau d'autosuffisance dans tous ses besoins. Et ce n'est même plus un luxe, ça devient une nécessité fondamentale. Et comment y parvenir ? Comment y parvenir ? Il faut investir dans la recherche et le développement pour commencer à créer des industries de transformation de ces matières premières en produits finis. Comment voulez-vous expliquer que vous êtes dans un pays qui est producteur comment vous appelez ça, EVA, et que vous ne fabriquez pas de pneus, vous ne fabriquez même pas de gants? Je crois qu'à un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut s'asseoir, il faut se poser des questions et se dire, aujourd'hui, nous rentrons dans une logique d'un peu d'isolationnisme. Les pays commencent à refermer leurs frontières à cause de cette crise. On a bien vu ce que ça donnait quand toutes les frontières étaient fermées. Vous vous retrouvez enfermé et vous vous rendez compte de votre insuffisance, vous vous rendez compte de votre incapacité à même remplir les besoins primaires. Oui. Donc, aujourd'hui, la solution, c'est vraiment de repenser le modèle économique. Et d'ailleurs, ce modèle économique de transformation des matières premières en produits finis va avoir un impact positif sur le prix des matières premières à l'étranger. Parce que plus vous allez réduire l'offre des matières premières à l'étranger, plus le prix montera vers le haut. Donc évidemment, si on commence à transformer, si la Côte d'Ivoire commence à transformer, qui est premier producteur de cacao, commence à transformer 60% de sa production, elle n'exporte que 40%. Donc évidemment, ça réduit l'offre sur le marché, donc ça a un impact positif sur le prix, et vice-versa. Donc c'est ce vers quoi doivent tendre les autorités de ce pays en matière de réflexion profonde et ouverte d'ailleurs, parce que je crois que le modèle politique qui est choisi dans la majorité des pays africains fait que la réflexion est restreinte. Tout le pouvoir il est concentré dans l'exécutif. Et pour pouvoir avoir une réflexion ouverte, il faut qu'il y ait un vrai équilibre des pouvoirs. Donc, séparation des pouvoirs, mais vrai équilibre des pouvoirs, pour qu'il y ait, si vous voulez, une réflexion profonde, équilibrée, et que chaque institution de la République joue son rôle, soit un rôle d'exécutif, un rôle de contrôle et un rôle de juge. Justement, M. Zézé, je parlais de vos rapports avec ces autorités-là, avec ces politiques-là. Moi, à mon sens, vous êtes un peu comme des donneurs d'alerte, vous tirez un peu sur la sonnette d'alarme pour dire attention, les investissements vont souffrir si vous ne faites pas attention. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu par ces autorités-là? Écoutez, nous faisons des rapports, nous discutons, nous échangeons. De façon concrète, nous participons à mon sens, à la mise en place de certaines politiques publiques. Mais à la fin de la journée, nous ne sommes pas des politiques. Nous ne sommes pas ceux-là qui décidons. Vous savez, il y a une différence entre discuter, orienter, et puis après que les gens prennent leurs propres décisions. Donc, certaines décisions sont prises en considération. Certaines analyses que nous faites sont prises en considération, d'autres non.
Voilà. Il y en a une qui a été faite, on a parlé d'ailleurs dans l'actualité aujourd'hui, s'agissant des administrateurs publics qui sont certifiés à partir d'aujourd'hui. Comment vous voyez cette initiative-là? Je crois que c'est une très bonne chose. Pour la bonne gouvernance, je pense que c'est important aussi. Au-delà de la bonne gouvernance, pour même la performance et pour l'efficience et l'effectivité de ces entreprises. Écoutez, je crois que c'est une des recommandations que nous avons faites il y a quelques années. Mais je crois qu'il y a d'autres gens qui ont recommandé. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui un ministère chargé du portefeuille de l'État, ça veut dire qu'en réalité, ce gouvernement a décidé de mettre l'accent sur la performance des entreprises publiques. Et nous avons noté un certain nombre d'entreprises publiques, et c'était justement l'argument que nous avons mis en relief il y a une dizaine d'années quand nous avons commencé à noter les entreprises publiques en disant que ces entreprises devaient être performantes. L'État ne crée pas une entreprise pour qu'elle soit sous perfusion après. L'idée de créer une entreprise, c'est une entreprise qui fera des bénéfices. C'est ça l'objectif. Et malheureusement, ces sociétés publiques, pour la majorité, étaient sous perfusion. Et je crois que petit à petit, elles sortent de cette logique-là. Donc, former les administrateurs, rentrer dans cette logique de performance des sociétés publiques pour qu'elles soient plutôt rentables au lieu d'être sous perfusion et que de dépendre de subventions. Serge, je parlais de l'actualité tout à l'heure. On a vu, il y a ce bulletin d'alerte là qui émane du Quai d'Orsay, qui disait justement à propos du Burkina Faso qu'il fallait faire attention parce qu'elle passait en zone rouge. Ce sont des indicateurs qui freinent l'investissement dans ces zones-là? Oui, ça dépend de comment elles sont présentées. Hein. Je suis dit tout à l'heure, quand vous parlez de zone rouge, évidemment, comme je dis, après, l'appréciation du risque est quelque chose de personnel aux investisseurs. Donc, le risque est contextuel. Donc, l'analyse d'un risque est contextuelle. Le risque, si on vous dit aujourd'hui l'Aquitaine est zone rouge, je ne suis pas sûr que ça va freiner nécessairement des investisseurs. C'est la perception aussi que les gens ont de l'Afrique. Et malheureusement, la réaction de l'Afrique est toujours très mitigée. La majorité des analyses que vous avez sur ces zones-là en Afrique sont faites par des sociétés occidentales. Donc, de toute évidence, leur approche du risque sur le continent est différente de l'approche des gens qui sont sur le continent. C'est la raison pour laquelle nous, on met l'accent sur analyser le risque de l'intérieur. Donc, c'est peut-être rouge pour les Occidentaux, mais peut-être pas pour des gens qui sont en Côte d'Ivoire et qui veulent investir au Burkina. Pour rejoindre vos propos, en fait, on dit souvent qu'en période de crise, c'est là qu'on a les meilleures opportunités. Par exemple, parler par exemple de la région Aquitaine, si elle est en zone rouge, c'est peut-être parce qu'on a la possibilité maintenant d'avoir des loyers plus bas ou des terres beaucoup plus accessibles à l'achat, par exemple. Donc la perception du coût, du risque est différente, en fait. Exactement. Quand on parle de risque pays, par exemple, on dit toujours que le risque pays affecte les investisseurs et les business différemment, en fonction de quel risque on parle. Si on parle de risque de guerre ou on parle de guerre, si vous êtes un vendeur d'armes, évidemment, c'est une opportunité pour vous. Donc, le risque va affecter les investisseurs et les business différemment, en fonction de l'environnement. Donc, c'est important d'interpréter le risque dans son contexte. Généralement, on interprète le risque hors contexte, donc évidemment, on devient très alarmiste. Et les investisseurs ne recherchent pas des régions où il y a zéro risque. Les investisseurs recherchent des régions où, même quand il y a le risque, les autorités sont capables d'absorber le risque et que l'environnement est capable d'absorber les risques. Donc votre capacité d'absorber les risques va rassurer les investisseurs. Le risque, il y en a partout. Mais c'est votre capacité d'absorber ces risques, de l'approcher, de le gérer. Et la transparence avec laquelle vous le faites, la bonne gouvernance avec laquelle vous le faites, la gestion de votre stratégie de gestion de la crise qui va rassurer. Est-ce que dans votre analyse, la Côte d'Ivoire est dans cette position de pouvoir éventuellement absorber, comme vous le disiez, une crise? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je disais que la Côte d'Ivoire est de bons fondamentaux, mais aujourd'hui, la crise de coronavirus est venue fragiliser les fondamentaux. Donc évidemment, la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre une crise sociopolitique, même si elle se profile à l'horizon à grands pas. Elle ne peut pas se le permettre. Elle viendrait comme une maladie opportuniste.
Sophie Aïda. Oui, Monsieur Zézé, une question tout à l'heure. Vous avez justement parlé de cette crise sanitaire et de l'impact qu'elle aura sur l'économie de la Côte d'Ivoire, par exemple, en 2021. Mais on voit dans d'autres pays, notamment les États-Unis, où on va dire la situation économique ou la stratégie économique est plus développée au niveau de la transformation des matières premières. Est-ce que réellement, si on change de stratégie en Côte d'Ivoire, on peut vraiment, véritablement voir un impact au niveau de l'économie? Parce qu'aux États-Unis, ils l'ont fait, mais en ce moment, ils sont quasiment en récession. Oui, mais être en récession, ça ne veut pas dire que vous écroulez. Parce qu'il y a plusieurs compagnies qui mettent les clés sur la porte, surtout des multinationales aux États-Unis. Oui, mais ça va certainement pas faire disparaître les États-Unis. Je crois que ce qui est important, comme je disais, il est important aujourd'hui de rentrer dans une réflexion profonde, dans des débats profonds, dans une réflexion profonde d'anticipation sur le futur. Aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire devrait se poser les questions de où elle se trouve en ce moment, sur le plan politique, sur le plan économique. Vous savez que le choix du modèle politique va impacter de façon significative le modèle économique. Donc aujourd'hui, il est temps de faire le bilan, de réfléchir et de se dire, est-ce que le modèle politique que nous avons en place nous permet d'être résilients? On s'est rendu compte que cette pandémie a montré les limites de la résilience de ce pays. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement renforcer la résilience politique et économique de ce pays? Et pour l'instant, ce qu'on voit, je crois qu'on est dans ce pays, les gens sont plus dans une réaction d'urgence. C'est-à-dire qu'on va régler aujourd'hui le problème de l'impact immédiat. Ça c'est bien, il faut le faire, mais en même temps, pendant qu'il y a des plans de riposte des conséquences immédiates Covid-19, il faut commencer à anticiper sur 3, 4, 5, 6 ans. Les pays comme les États-Unis ont une capacité de résilience extraordinaire. Donc évidemment, ce que vous constatez aujourd'hui, c'est des difficultés qui sont liées à cette crise, mais ces difficultés de court terme, les budgets qui sont mis en place pour faire face à cette pandémie n'ont rien à voir avec les budgets qui sont mis en place en Afrique. On finit avec vous, Serge. Une dernière question. Je vais poser la question. Je pense que j'aurais mal de vous avoir sur ce plateau et de ne pas vous la poser. Les notes que vous attribuez aux différents pays, comment est-ce qu'on peut les expliquer à l'Ivoirien lambda, par exemple? Alors, les notes que nous attribuons sont basées sur une analyse de paramètres quantitatifs et qualitatifs. Donc, on va prendre en considération le risque pays, la croissance économique, la gestion de la dette. Tous ces éléments-là, nous prenons en considération, nous analysons et nous allons évaluer la capacité, par exemple, de la Côte d'Ivoire à faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Donc, ça veut dire que ce que nous disons à la fin de la journée avec notre note, c'est est-ce que si on prête à la Côte d'Ivoire à court terme, à moyen terme et à long terme, elle sera capable de rembourser. C'est bien noté. Ouais. En tout cas, on va retenir, monsieur Zézé, qu'il faut penser, repenser. Il faut croire aussi en la Côte d'Ivoire, en ses capacités. Oui, écoutez, comme dans tous les pays, il faut croire à ses capacités. Vous avez un pays qui a des fondamentaux solides. Maintenant, il s'agit de repenser le modèle politique et économique. Merci, monsieur Zézé, d'avoir été avec nous sur le plateau du Live Talk. On aura certainement une autre occasion de vous retrouver avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci donc à tous nos chroniqueurs, à toutes les équipes techniques éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de suite de programme sur Live TV. Justement, pour la suite, vous retrouvez André Bois dans le magazine Immersion. Et nous, on vous retrouve demain, ici même, sur ce même plateau. Là, d'ici, prenez grand soin de vous et que Dieu vous garde. Cha, 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 cha.